C'est parti, nouveau chapitre de mécanique. Donc ça sera chapitre M1, M comme mécanique. Ici la cinématique du point matériel. Donc pareil, je vais prendre uniquement ces deux tableaux de droite là, ici. Donc on y va, donc M1, dans le premier chapitre de mécanique. Donc M1, ici cinématique du point matériel. Cinématique du point matériel. Voilà, on va avancer un tout petit peu en méca ce matin. Et on va faire une introduction, une petite introduction sur les notions de base ici du lycée. D'accord, le vocabulaire en fait. Il y a 3-4 notions de vocabulaire vraiment, on va dire, incontournables à maîtriser. D'accord, alors déjà dans le titre, il y a deux termes très importants. La cinématique, cinématique. D'accord, ne pas confondre avec la cinétique chimique. Là, c'est la cinématique en mécanique. Et le point matériel. Alors la cinématique, on va la différencier de la dynamique. La cinématique, on va décrire le mouvement des objets sans forcément se préoccuper des causes qui les produisent. Donc, introduction, on va définir ici le champ de la cinématique. Donc, cinématique, pour nous, qu'est-ce que cela signifie en mécanique? Donc, c'est l'étude. Donc, pour nous, ce sera une étude descriptive. Étude ici descriptive du mouvement des corps. Du mouvement ici des corps, sans se préoccuper ici, donc mouvement ici des corps, sans se préoccuper des causes, qui leur ont donné naissance, D'accord? Donc on va ici définir le champ de la cinématique. Ici. Donc c'est une étude descriptive, on va décrire le mouvement des corps sans se préoccuper des causes qui leur ont donné naissance. Typiquement, quand on va étudier la cause d'un mouvement, ce sera la dynamique du point matériel. Rappelez-vous, un régime par une équation fondamentale, 1687, deuxième loi de Newton, d'accord, principe fondamental dynamique, somme des forces égale M1. Là, on va simplement décrire d'un point de vue mathématique le mouvement des corps dans l'espace. Alors, quels sont les corps considérés? Ce seront, dans un premier temps, l'étude des points matériels. Après, en mécanique, on ira un peu plus loin, on va étudier les mécaniques des solides, homogènes, indéformables, en rotation d'un axe fixe. Là, c'est le modèle du point matériel. En mécanique, c'est très important, c'est un modèle. D'accord, donc c'est le modèle du point matériel, d'accord, que vous avez rencontré au lycée. Donc, notion ici, ou modèle du point matériel, au sens mathématique du terme. Alors nous, en physique, un système peut être considéré ou peut être réduit à un point matériel si la dimension ici du système, d'accord, donc il faut pour cela un critère, donc un système peut être réduit à un point mathématique, un point matériel, si la dimension du système étudié, donc il faut que la dimension du système étudié, voilà, soit négligeable devant ici la dimension caractéristique ici du problème. Donc il faut que la dimension du système étudié, vous voyez, soit négligeable devant la dimension caractéristique, ici. Alors je me dis au-dessus, j'ai pas cette place, c'est écrit en dessous de la barre, j'écris au-dessus, ici, dimension caractéristique ici du système. D'accord? Voilà. Enfin, du système ou du problème. J'aurais pu différencier ici, dimension caractéristique, du problème. Voilà. Du problème mécanique. D'accord? Donc, ici, je répète, un système mécanique peut être réduit à un point matériel si la dimension du système est négligeable devant la dimension caractéristique du problème. Donc, on compare la dimension du système, le système étudié, qui est en mouvement ici, que l'on compare à la dimension caractéristique du problème. Alors, exemple typique, le cas du mouvement orbital de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est le cas, donc exemple d'étude parlant, vraiment. Ici, le mouvement, orbital de la Terre autour du Soleil. Mouvement orbital de la Terre autour
ici du Soleil. Voilà. Et en effet, dans le cadre de l'étude de ce mouvement, l'étude du mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, on peut réduire la Terre à un point matériel. Pourquoi peut-on réduire la Terre à un point matériel? Puisqu'on va prendre ici la dimension du système étudié. Alors la dimension du système étudié, la dimension de la Terre, on peut prendre le rayon de la Terre, le rayon où sont jamais. C'est-à-dire que là, le rayon de la Terre, je vous rappelle, il est de l'ordre de 6380 km. Donc ça, c'est bien la dimension du système étudié. Donc ça, le rayon de la Terre, c'est bien la dimension ici du système étudié. Voilà. Et le rayon de la Terre, comme vous le savez, voilà, ici, pour réduire la Terre, la planète Terre à un point matériel, il faut comparer ce rayon à la, ici, distance ou la dimension caractéristique du problème. Ce sera une distance caractéristique du problème. Alors ici, je demandais à Enzo, ici présent, quelle est la distance caractéristique du problème dans l'étude du mouvement orbital de la Terre autour du Soleil? La distance, ouais, moyenne entre la Terre et le Soleil, tu la connais? 150 millions de kilomètres, d'accord? C'est ce qu'on appelle une unité astronomique, 150 millions de kilomètres. Donc ça, vous voyez, le rayon de la Terre est bien négligeable devant la distance Terre-Soleil. On note ici la distance Terre-Soleil, donc TS pour Terre-Soleil, et en moyenne, elle est de l'ordre de 150, ici, millions de kilomètres. Et ça définit, certains le savent, ce qu'on appelle l'unité astronomique. Et ça, vous voyez, je compare donc la dimension du système étudié, le rayon de la Terre, à la distance. Ça, c'est la distance caractéristique du problème étudié. Donc ça, c'est la distance caractéristique du problème étudié. C'est-à-dire que dans le cadre de ce mouvement, quand on va étudier le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, on peut réduire la planète Terre à un point matériel. D'accord? Ici, donc la Terre, ici, la Terre sera assimilée à un point matériel dans cette étude. La Terre sera assimilée à un point matériel. Donc c'est le point matériel, M de masse petit m. D'accord? Donc typiquement en mécanique, c'est ça. Le point matériel, c'est ça. M majuscule pour le point géométrique, c'est un point géométrique de M majuscule affecté de la masse petit m. D'accord? Donc la Terre sera assimilée à un point matériel, ici dans le cadre ici, de cette étude. Dans le cadre de cette étude. D'accord? Voilà. Donc premier rappel, le rappel ici, modèle du point matériel. D'accord? Vous avez déjà certainement rentré au lycée. D'accord? Donc là on prend l'exemple, un typique mouvement ici, orbital de la Terre autour du Soleil. On compare le rayon de la Terre ici à la distance Terre-Soleil et on peut donc assimiler la Terre à un point matériel dans le cadre de cette étude. D'accord? Voilà. Ensuite, ça vous le savez, c'est très important. Deuxième point, c'est toujours préciser le référentiel d'étude. Un référentiel d'étude en mécanique, c'est ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel ici de notre étude mécanique. D'accord? Donc je note ensuite ici, donc, pour la fin de l'introduction, donc toujours ici préciser le référentiel d'étude. Donc toujours préciser le référentiel ici de l'étude. Donc référentiel de l'étude. Et ce référentiel ici, c'est le cadre ici spatio-temporel. Donc on a un cadre spatio-temporel ici, voilà, constitué voilà, de deux choses. D'accord? Ça également, vous l'avez vu l'année dernière, un référentiel est constitué d'un repère temporel et d'un repère spatial. D'accord? Un référentiel, d'accord, vous rappelez-vous, un référentiel terrestre supposé galiléen, un référentiel héliocentrique, d'accord? Et ce référentiel, d'accord, constitué d'un repère temporel, donc constitué d'un repère temporel, c'est-à-dire il faut une horloge, ici, donc ici un repère temporel, donc ça c'est une horloge, voilà, et d'un repère spatial, voilà, et d'un repère ici spatial, donc il faut un repère temporel et un repère ici spatial. Et dans ce repère spatial, ici, ce repère spatial est constitué d'un point origine et d'une base orthonormée directe. D'accord?
Donc c'est une base orthonormée directe. Donc ce repère spatial constitué, voilà, constitué d'un point ici origine, constitué d'un point origine, voilà, et d'une base orthonormée directe. Et d'une base ici orthonormée directe. Alors, voilà. Donc, ici, je rappelle, référentiel d'études, donc un référentiel de cadre spatio-temporel. Et ce référentiel, il y a ici, ce référentiel est constitué de deux repères. Un repère temporel, une horloge, et un repère spatial. Et ce repère spatial est quant à lui constitué d'un point origine, il faut une origine, et une base orthonormée directe. Alors cette notion va revenir ici très souvent dans ce chapitre. Une base orthonormée directe, alors regardez, on va prendre le B de base, le O de ortho, le N de normé. Donc on a une base orthonormée et directe. Ici, voilà, base orthonormée directe, ce qu'on appelle les bandes, d'accord? Des bases orthonormées directes. Ça sera ici très très important dans ce chapitre pour repérer un point dans l'espace, d'accord? Bien. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. On va commencer ici ensemble à rappeler différentes manières de repérer un point dans l'espace. Donc c'est le premier temps de ce chapitre, repérage d'un point dans l'espace. Ici, donc grand 1, repérage d'un point ici dans l'espace. Repérage d'un point dans ici l'espace. Et ça, quand on va repérer un point dans l'espace, ici à 3 dimensions, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle les systèmes usuels de coordonnées. Donc on va rappeler ensemble les systèmes usuels de coordonnées. Système usuel de coordonnées. Alors, ici, le système de coordonnées le plus simple à décrire, vous connaissez, c'est un repérage cartésien. D'accord ? Donc on va d'abord étudier un repérage cartésien et définir les coordonnées cartésiennes. Donc premier temps, repérage cartésien et coordonnées cartésiennes. Voilà, donc c'est le système de repérage le plus simple que vous maîtrisez. A priori, ce repérage, vous le maîtrisez totalement. Mais on a besoin de le rappeler pour rappeler les définitions ici essentielles de base et de coordonnées cartésiennes. D'accord ? Alors, dans quel cas va-t-on ici utiliser un repérage cartésien ? C'est dans le cas où votre système ne présente pas de symétrie particulière. D'accord ? Donc, intérêt, on va qualifier ici, on va rappeler l'intérêt ici de ce repérage. Donc, le repérage cartésien est utilisé si le système ne présente pas de symétrie particulière. Ici, donc, le repérage, on va noter cartésien, le repérage cartésien. Voilà. Ici est utilisé si le système étudié, donc ici le système étudié, voilà, ne présente pas de symétrie particulière. Ne présente pas de symétrie particulière. Alors, bien. Alors moi je vais faire le schéma ici du repère cartésien à gauche, il faut de la place, d'accord, suffisamment de place pour faire le schéma. Vous le faites en dessous. Vous pouvez le faire en dessous, mais un schéma qui soit quand même relativement grand, d'accord. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations à placer dessus. Donc on y va. Moi je vais placer ici mon repérage cartésien à gauche, je n'ai pas de place pour le faire en dessous. Hein. D'accord. Alors, on y va, donc vous le connaissez, un système de 3 axes, OX, OY, OZ. Muni d'une base, rappelez-vous la base cartésienne, le vecteur unitaire EX, EY, EZ. Allez, on y va. Donc on aura ceci. Donc un axe vertical ascendant, ceci et ceci. D'accord. Donc ça, on va mettre en œuvre ce repérage cartésien. Ce repérage cartésien, je vous rappelle, doit être muni d'un point origine. Ça c'est le point origine O, d'accord.
Et également ici de 3 vecteurs unitaires d'une base cartésienne qui donne le sens et la direction de chacun de 3 axes. Alors, ici, souvent, on met l'axe OX. Rappelez-vous, l'axe OX, il est ici, l'axe OX. Et cet axe OX, d'accord, porte un vecteur unitaire, le vecteur unitaire EX. Donc là, je vais présenter, je vais mettre ici le vecteur unitaire comme ceci, EX, dirigé de haut, dirigé au haut vers les X croissants. Donc EX toujours dirigé de haut vers les X croissants. Ensuite, j'aurai un axe ici, horizontal, un axe OY. Et cet axe OY, vous voyez, porte un vecteur unitaire EY dirigé de haut vers les Y croissants. Et je fais pareil pour un axe vertical ascendant OZ. Cet axe OZ, d'accord, porte un vecteur unitaire EZ dirigé de haut vers les Z croissants. Donc je répète, X, Y, Z. Et on a une base, on appelle la base cartésienne des vecteurs unitaires EX, EY, EZ. D'accord? Bon. Maintenant, il faut repérer un point M dans l'espace. Je vais prendre un point M dans l'espace. Ici, donc pareil. Attention, c'est une base, c'est un système de repérage à 3 dimensions. Donc on est à 3 dimensions, c'est-à-dire que forcément, d'accord, si ici, on a dans le plan du tableau le plan X, O, Y, l'axe OX, il peut être ici dirigé vers vous, par exemple. Pour les valeurs de X positive, l'axe OX est dirigé vers vous. On est bien dans un repérage à 3 dimensions. Donc je vais prendre un point M, ici, ici. Voilà, je vais prendre ce point M là. Et on veut repérer ce point M là dans l'espace à 3 dimensions en repérage cartésien. Alors ce qu'on va faire, on va effectuer tout d'abord ce qu'on appelle des projections. Il y aura toujours des projections du point M à faire. Donc ici, on note, on va noter, donc là vous notez en dessous, vous, le schéma. On note. Alors qu'est-ce qu'on va noter? On va d'abord projeter le point M sur l'axe OZ vertical ascendant. Et on va noter H, on note H, le projeté orthogonal, on note ici H, le projeté orthogonal du point M sur l'axe vertical ascendant, d'accord, OZ. Donc projeté orthogonal du point M sur l'axe OZ. Alors, comment va-t-on ici représenter le projeté orthogonal du point M sur l'axe? Donc là, regardez, on va faire ici, attention, on a 3 dimensions. Rien ne dit que M est dans le plan du tableau. D'accord? Donc ne faites surtout pas ça pour le projeté orthogonal, pas de ligne horizontale. Pour bien montrer que M, par exemple, est en avant, le point, il peut être en avant du plan du tableau. On va ici représenter ici une projection en perspective. Donc projection ici en perspective, pour bien montrer que voilà, M peut être a priori en avant du tableau, peut être ici. Donc quand je projette sur l'axe Z, vous voyez, je représente un angle droit comme ceci. D'accord? Je fais un angle droit comme ceci, puisque M peut être soit devant le plan du tableau, soit en arrière du plan du tableau. Il peut avoir une abscisse X positive ou une abscisse X négative. D'accord? Donc bien comprendre que votre point M peut être en avant ou en arrière du plan du tableau. Et je note H, ça c'est H, le projeté orthogonal du point M sur l'axe, ici, OZ. Donc on projette ce point-là sur l'axe OZ. Clara. Pourquoi il ne peut pas être dans le plan? C'est pas dit. Non, parce que moi justement, si je le fais dans le plan, c'est un cas très particulier. Le plus souvent, votre point, il sort. C'est-à-dire que si tu prends toi, ce plan du tableau, ce plan vertical, tu le définis comme étant le plan OYZ. Ça, c'est le plan du OYZ. Ah, forcément, l'axe OX, c'est le plan ici, l'abscisse qui peut être soit dirigée vers toi, vers l'extérieur du tableau, soit vers l'intérieur du tableau. Donc ton point M peut être soit devant le tableau, soit derrière le tableau. Donc ça, cette projection, vous voyez, la donne en perspective. Comment? Il peut être dedans aussi. Oui, il peut être dedans, mais c'est un cas particulier. Oui, dans le cas où x égale à 0. Dans le cas x égale à 0, oui, dans le plan du tableau. Okay. D'accord, c'est un cas particulier. Mais en fait, les valeurs de x permises, elles sont très grandes. Un x appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc c'est une possibilité parmi un très grand nombre. D'accord? Donc je vais déjà projeter le point M sur l'axe vertical. Ensuite, je vais projeter le point M dans le plan x ou y. Et je vais noter I, on note I, le projeté orthogonal du point M, cette fois-ci, non pas sur un axe, mais dans un plan x ou y. Donc je projette ici ce point M dans le plan x, o, y. Alors là, il faut faire une belle projection. Alors vous pouvez prendre la règle, ici, pour faire une belle projection, une projection du point M dans le plan x ou y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une parallèle, ici, pour faire ça proprement. Je prends la parallèle et je la reporte ici. Donc je vais projeter, vous voyez,
Ici, on prend à peu près la même longueur. Et après, comme ceci, je vais projeter le point M dans le plan ici, X, O, Y, et ça va me donner ceci. D'accord? Voilà. Tac, tac. Et voilà. Là, j'ai le point I. Là, j'aurai le point I, où I est le projeté orthogonal du point M dans le plan. Je projette le point M maintenant dans le plan X, O, Y. Alors, comment je fais une projection du point M dans le plan X, O, Y? Je prends une parallèle à HM, je la reporte ici, telle que la distance HM égale la distance OI, attention, et après I en fait est à l'aplomb du point M, d'accord? Et là j'aurai la projection du point M, ici, dans le plan X, O, Y. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est projeter le point I sur l'axe OX, donc on termine, on rajoute un troisième point, ici, voilà. Donc là je vais noter IJ, J, donc là pareil, je fais un angle droit, ici, donc pareil, faites bien vos angles droits, voyez, je projette le point I sur l'axe OX, et ça me donne le point J. Donc je rajoute ici J, le projeté orthogonal du point I sur l'axe OX. Donc je définis 3 projetés. Et attention, J, vous voyez, J est le projeté orthogonal du point I sur l'axe OX. D'accord? Et une fois que j'ai fait ça, là je peux repérer de manière précise le point M dans l'espace. D'accord? Voilà. Donc nécessairement introduire ces 3 projetés orthogonaux. De toute façon, on fera à chaque fois, quasiment systématiquement, notamment H et I. Vous voyez, pour tous les systèmes de coordonnées, on le fera. D'accord? Sans ça, ça va être très dur de repérer le point. Alors là, en coordonnées cartésiennes, il n'y a pas forcément besoin, mais je pense que vous allez passer par ça en terminale pour repérer le point à chaque instant. Et c'est le but, puisqu'en fait, on veut repérer le point M à chaque instant. Alors j'efface juste le début, ici. Donc, ici, on y va. Donc, voilà. Ici, donc définition. Voilà. Voilà. Le point M. Le point M est repéré à chaque instant par un vecteur. Voilà. Donc là, on repère un point par un vecteur. Un vecteur ici OM. Par le vecteur ici OM à l'instant T. Tel que. D'accord? Parce que oui, votre point M qui est ici, on va repérer le point M par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère. C'est-à-dire qu'en fait, repérer ici un point M dans l'espace revient à définir un vecteur. Quel est ce vecteur? C'est le vecteur position. Voilà, on revient à la définition du vecteur position. Repérer le point M dans cet espace, ici, à 3 dimensions, cette base cartésienne, revient à définir un vecteur position. Ce vecteur position, c'est le vecteur OM. Donc on y va, on va tracer ici le vecteur OM. Donc moi je vais le tracer en rouge. Voilà, il faut mettre un peu de couleur quand même. Donc là j'ai le vecteur OM. Donc d'origine O, d'extrémité M. Et ici, vous voyez, hein, tout simplement, repérer un point, ce point M dans la base cartésienne, revient à introduire un vecteur position OM, tel que, à quelques points, tel qu'à tout instant, le vecteur OM, bon, on va utiliser la relation de Chasles, maintenant que j'ai mes 3 projetés orthogonaux, regardez, le repérage c'est quoi? Pour aller de O vers M, donc définir mon vecteur OM, je fais quoi? Je vais passer par J, par I, et après je passe par M. C'est ça du repérage tridimensionnel. On a 3 dimensions. C'est-à-dire que pour repérer M par rapport à O, pour aller de O en M, je vais prendre un autre chemin. Je vais aller de O à J, puis de J à I, puis de I à M. Et ce, en composant des vecteurs, via les relations de Chasles. Et là, j'aurai un repérage tridimensionnel. Pourquoi? Quand je me déplace de O à J, je me déplace selon l'axe X. Ça, c'est quoi? C'est XX. Quand je me déplace de J à I, je me déplace selon l'horizontale, enfin sur l'axe horizontal OY, donc ça, JI, c'est YEY. Et après, quand je me déplace de I à M, je ne me déplace que selon une direction, selon la verticale ascendante, donc du Z, EZ. Là, vous avez tout compris. Donc on fait OM de T, à tout instant, c'est OJ. Donc c'est le vecteur OJ, plus le vecteur JI, à l'instant T, plus le vecteur ici IM, à l'instant T. D'accord? Soit, finalement, voilà, et ça on retrouve quelque chose que vous connaissez, hein, mais là on le montre d'une manière un peu plus explicite, repérer le point M par rapport en O en repérage cartésien, revient à se déplacer selon les 3 axes du repère cartésien,
tel que le vecteur OJ ici, OJ c'est bien du x, EX. Alors x, attention, x dépend du temps. Donc ça sera x, EX ne dépend pas du temps, je ne mets pas de dépendance temporelle, ouais. Pardon, oui. En mécanique, au début, je vais montrer explicitement toutes les dépendances temporelles. D'accord? Donc là, OM dépend du temps, X dépend du temps, EX ne dépend pas du temps. Je ne mets pas de T. EX ne dépend pas du temps. Plus, alors, quand je me déplace de J vers I, je me déplace selon l'axe OY. J'ai la quantité de Y, EY. D'accord? Alors, vous voyez, hein, vecteur égale vecteur. Déplacement vectoriel. Hein. D'accord? OJ, c'est une abscisse cartésienne X fois le vecteur inter EX. JI, vecteur JI, c'est Y, d'accord, EY. IM, ça sera du Z, Z de T fois EZ. Voilà, et ça, vous retrouvez quelque chose de connu. Ça, c'est le vecteur position, d'accord, en coordonnées cartésiennes. D'accord? Bien. Autre façon de l'écrire, ça sera l'ont peut-être vu ici. La dernière, c'est une façon que je vais adopter assez rapidement. Cette notation, vous voyez, OM, à un instant T. Voilà, comme ceci, en vecteur colonne. Pourquoi? Parce que là, on synthétise, et en fait, ici, la première ligne, c'est la composante selon EX. La deuxième ligne, composante selon EY. Troisième ligne, composante selon Z. D'accord? Donc ça, on va se familiariser petit à petit avec cette notation-là. Ça, c'est une notation qui est plus compacte. Le vecteur position égale, ici, décrit par ce vecteur ici à 3 composantes, selon EX, EY, EZ. Où là, on ne fait plus apparaître les vecteurs unitaires. Mais elles sont implicites. Hein, alors que là, elles apparaissent de manière explicite. Clara? J'ai pas compris pourquoi on était DT. Ça dépend du temps. Ah oui, C'est un instant T. Ouais? Oui, mais ça, le schéma, c'est une photo. Tu prends une photo, c'est-à-dire que ton point se déplace dans l'espace. Et à un instant T, tu prends une photo. Tac, fais une photo. Il est là. À l'instant T. À un instant ultérieur, il est là. C'est-à-dire que voilà, forcément, à un instant ultérieur, son abscisse X, Y, ses coordonnées X, Y, Z auront été modifiées entre ces deux instants. C'est-à-dire que forcément, pour bien montrer que voilà, X, Y, Z dépendent du temps, ton point M se déplace dans l'espace, et à un instant T, je fais une photo. Quelle est la position du point M à cet instant-là? À cet instant-là, quand je fais une photo, ici, du mouvement du point M, je suis ici. À un instant ultérieur ou antérieur, j'aurai d'autres coordonnées. C'est pour bien montrer que les vecteurs EX, EY, EZ ne dépendent pas du temps. Là, c'est important qu'on va dériver par rapport au temps par la suite. D'accord? Alors, une fois qu'on a défini le vecteur, alors ce vecteur, c'est le vecteur position. Hein. Je n'ai pas noté, je le rappelle ici. Ça, c'est le vecteur position. D'accord? Alors, vecteur position, quand on est cartésienne, en repérage cartésien. On est uniquement en repérage cartésien. D'accord? Donc, première définition. Deuxième définition. Après avoir défini le vecteur position en coordonnées cartésiennes, hein, c'est très important, on définit les coordonnées cartésiennes du point M. Alors, les coordonnées cartésiennes, c'est la donnée d'un triplet. Donc, les coordonnées cartésiennes. Alors, coordonnées cartésiennes, c'est la donnée du triplet X, Y, Z. X, Y, Z sont ce qu'on appelle les coordonnées. Alors pareil, je vais mettre des dépendances temporelles, puisque c'est un instant T. Donc ce sera X de T, Y de T, Z de T, sont ici les coordonnées cartésiennes du point M. Donc sont ici les coordonnées cartésiennes du point M. Cartésienne ici du point M. Voilà. Alors ces coordonnées sont telles que, on va quand même rappeler rapidement leur définition. L'abscisse X, l'ordonnée Y et la cote Z, d'accord, telle que X, donc ici, je peux le noter déjà ici, X de T, ici, appartiennent à moins l'infini plus l'infini. Ouais, X, ce n'est pas une distance. X, c'est une abscisse cartésienne. Donc, X peut prendre des valeurs négatives. C'est ça qui est important. Rappelez-vous, dans les coordonnées cartésiennes, X peut prendre une valeur négative. Ce n'est pas une distance, une abscisse cartésienne. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle ici, X, ici, et l'abscisse cartésienne.
D'accord? Elle peut prendre des valeurs négatives. Attention. Voilà. Donc ça c'est l'abscisse. Ensuite on aura l'ordonnée. Donc je vais mettre y de t. Y de t, pareil, appartient à moins l'infini plus l'infini. Là au contraire, ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée, pareil, cartésienne. Et il manque une dernière, ça sera z de t. Z de t, ce qu'on appelle la cote cartésienne. Cote cartésienne, pareil, qui appartient ici à moins l'infini plus l'infini. Donc je termine là-haut, ici, voilà, z de t. Z de t appartient à moins l'infini plus l'infini. D'accord? Ça, c'est la cote, ici, voilà, cartésienne. La cote cartésienne, d'accord? Z de t appartenant à moins l'infini plus l'infini. D'accord? Bon. Alors une fois qu'on a ces coordonnées du point M, hein, coordonnées ici x, y, z, sont les coordonnées ici du point. Bon, j'ai pas noté, mais ces coordonnées ici cartésiennes, non, c'est noté, j'ai pas vu les coordonnées du point M. Donc je peux les rajouter sur le schéma. Sur les schémas ici, le point M, vous voyez, voilà, possède trois coordonnées cartésiennes, x, y et z. D'accord? X, y, z. Et une fois qu'on a les coordonnées cartésiennes x, y, z du point M et la donnée du vecteur position, on peut en déduire la distance du point M à l'origine. Donc on en déduit la distance du point M à l'origine. Donc attention, la distance ici du point M mobile, c'est un point M qui est mobile, du point M ici à l'origine O du repère cartésien. À l'origine O du repère cartésien. Alors cette distance, elle est liée au vecteur position, d'accord? Elle est liée au vecteur position. Et en fait, c'est la norme du vecteur. Hein. C'est-à-dire que la distance qui sépare, c'est une distance possible, la distance qui sépare le point M de l'origine du repère, c'est ici la norme du vecteur. Donc c'est la norme du vecteur OM. Donc c'est la norme du vecteur OM à l'instant T. Donc c'est la norme du vecteur. Et ça, pour avoir la norme du vecteur, vous faites la racine carrée du carré scalaire. Rappelez-vous, d'accord? Racine carrée du carré scalaire, c'est la racine carrée de OM scalaire OM. Donc ça, c'est la racine carrée de OM scalaire OM. Donc racine carrée de OM scalaire OM. Donc là, je n'efface pas, je laisse volontairement le vecteur OM en dessous. D'accord? Parce qu'on va faire la racine carrée du produit scalaire du vecteur OM par lui-même. Alors ça fait ce vecteur-là multiplié par ce même vecteur-là. Et ça va vous donner x carré plus y carré plus z carré. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la distance du point M à l'origine du repère cartésien. Quand je multiplie le vecteur position OM par lui-même. Alors ça, pourquoi ça donne ça? Je vous rappelle, on va le noter après. EX scalaire X, ça fait 1. EY scalaire Y, ça fait 1. EZ scalaire Z, ça fait 1. Par contre, EX scalaire Y, ça fait 0. EY scalaire Z, ça fait 0. Tous les produits scalaires entre les vecteurs unitaires différents sont tous égaux à 0. Par contre, un produit scalaire entre deux vecteurs unitaires identiques sera égal à 1. Ça, on le rappelle après. Mais ça, vous le savez, on l'a vu, d'accord? Distance du point M à l'origine, repérage tridimensionnel. La norme du vecteur position, c'est la racine carrée de la somme des carrés de chaque coordonnée. Racine carrée de la somme des carrés de chaque coordonnée. Ça, c'est la distance du point M à l'origine du repère quand on veut repérer un point M dans l'espace par rapport à l'origine. Et dernière définition, donc ne pas confondre vecteur position, d'accord? OM égale XEX plus YY plus Z2Z. Les coordonnées cartésiennes, coordonnées c'est un triplet, X, Y, Z. Et dernière définition, c'est la base. La base cartésienne, c'est ça. Ce sont les vecteurs unitaires. EX, EY, EZ. C'est juste, voilà, une notion très importante, c'est le vocabulaire, bien connaître son vocabulaire. Différencier vecteur position, coordonnées et base. Alors ça sera une base orthonormée directe, ce qu'on appelle la bande cartésienne. Donc dernière définition, je vais effacer ici, ouais, ça c'est bon. Donc dernière, sur la base orthonormée directe cartésienne, ça c'est la donnée d'un triplet de vecteurs unitaires. D'accord? Donc dernière définition, ici. Donc la base, ici, orthonormée directe. La base orthonormée directe. Donc c'est la bande.
D'accord. Base orthonormée directe cartésienne. D'accord. D'accord. Donc la base orthonormée directe ici, cartésienne, d'accord, elle est directe, d'accord, ici, est définie par donc la donnée du triplet EX, EY, EZ. Donc là, je vais rappeler rapidement la constitution par ces trois vecteurs unitaires. Donc la base orthonormée directe cartésienne, c'est la donnée d'un triplet de vecteurs unitaires. Alors que les coordonnées cartésiennes, c'est la donnée d'un triplet x, y, z. Une base orthonormée ici, directe cartésienne, c'est la donnée d'un triplet de vecteurs unitaires. Donc ici, premier vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire EX. Donc EX, ça c'est, donc flèche, mettre une flèche, c'est un vecteur ici unitaire. Voilà, dirigé. Alors pourquoi unitaire? La norme de ce vecteur est égale à 1. D'accord? Ça vous savez, vecteur unitaire. Et ce vecteur unitaire est dirigé dans le sens des x croissants. Donc dirigé ici selon les x croissants. Dirigé selon les x croissants. Ouais. Une fois que vous avez défini ça, une fois que vous avez EX, d'accord, vous aurez EY. Ah, j'ai pu entendre monsieur. Attendez. Ah, là c'est éconstitué. Vous voyez cette base, ouais, EX, Y, ici à ce niveau-là? Ouais, ça c'est éconstitué, deux points. Constitué des vecteurs, j'ai oublié je ne sais pas ma phrase, mais bon. Elle est constituée d'un triplet de vecteurs unitaires, EX, EY, donc pareil vecteur unitaire, dirigé cette fois-ci selon les Y croissants, ça vous le savez également, et le vecteur unitaire EZ, ici, dirigé selon les Z croissants. D'accord? Donc c'est simplement pour vous donner le vocabulaire ici associé à la base EX, EY, EZ. D'accord? Bien. Alors juste quelques petits compléments. Ça je pense que vous l'avez déjà vu en SI. Pourquoi c'est une base orthonormée? Donc il s'agit d'une base orthonormée. C'est vis-à-vis des propriétés du produit scalaire. D'accord? Il s'agit d'une base orthonormée. Donc je vous rappelle, une base ici orthonormée avec un N, voilà. Voilà. Car, alors c'est plutôt une conséquence de la définition d'une base orthonormée. Alors une base est orthonormée si le produit scalaire entre deux vecteurs ici identiques est égal à 1. D'accord? EX scalaire EX, je vous rappelle, le produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur. D'accord? Norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur fois le cos de l'angle orienté entre ces deux mêmes vecteurs. Ça fait cos de 0, ça fait 1, ça fait 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Donc pareil pour EY scalaire EY, ça fait 1. EZ scalaire EZ, ça fait 1. Mais par contre, attention, si vous faites EX scalaire EY, là vous avez un angle de pi sur 2 radian entre EX et EY, et cos de pi sur 2, c'est lui qui va annuler votre produit scalaire. D'accord? Vous avez un angle droit entre les vecteurs unitaires. Donc cette fois-ci, je note à côté, mais par contre, quand vous faites EX scalaire EY, ça donne 0. Bon, j'en fais 2 simplement, et EX scalaire EZ, ça fait 0. Et regardez, un produit scalaire, vous retournez un scalaire. Ça, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs. Un produit scalaire entre deux vecteurs, vous retournez un scalaire. D'accord? Ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre, un scalaire. Pareil pour EX scalaire EY, ça fait 0. EX scalaire EZ, ça fera 0 également. D'accord? Donc là, je donne ici les propriétés d'une base orthonormée. Ensuite, je rappelle les définitions également d'une base directe. Donc ça également, c'est important, vous l'avez vu avec M. Aubert. Une base directe, donc il s'agit d'une base directe. Ça, c'est lié aux propriétés non plus du produit scalaire, mais du produit vectoriel. Donc il s'agit maintenant d'une base directe. Donc d'une base directe. Ouais. Car en effet, on constate quoi? On constate que le produit vectoriel, voilà, entre deux vecteurs ici identiques. Alors un produit vectoriel, je vous rappelle, c'est norme du premier vecteur, norme du second vecteur, fois le sinus de l'angle entre les deux. Et là, sinus de 0, ça fera 0. Donc là, on aura vecteur unitaire EX
fois le vecteur unitaire EX en norme, fois le sinus de EX scalaire EX. D'accord? Pareil, ça je passe très rapidement, hein. C'est la base, ici je l'ai vu en mécanique ou ici avec M. Aubert. Le produit vectoriel entre deux vecteurs identiques vous donne un vecteur nul. Ça c'est le vecteur nul, hein, je vous rappelle. Ça c'est le vecteur. Produit vectoriel, vous voyez, un produit vectoriel retourne un vecteur. Pareil, si vous faites EY vectoriel EY, ça fera vecteur nul. Mais par contre, ce qui change, c'est quand vous faites un produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires différents. Là, quand vous faites EX vectoriel EY, donc ça on reprend en cours d'année, je vous donne ici quelques éléments. Ben ça vous retourne le vecteur unitaire EZ. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça vous retourne le vecteur unitaire EZ. D'accord? C'est la règle d'une base directe. D'accord? Tout comme, par contre, si vous faites le produit vectoriel ici inverse, EY scalaire ici EX, ça vous retourne moins EZ. D'accord? Donc ça, je l'entame ici, me le reprenons en cours d'année. Rassurez-vous sur les produits vectoriels entre deux vecteurs. D'accord? Parce que là, alors pourquoi ça vous donne EZ? Parce qu'on retourne dans le sens direct. Vous voyez, la base c'est EX, EZ. Donc on part toujours dans le même sens, hein. C'est le sens direct. EX vectoriel Y, ça donne EZ. Par contre, si on fait EY vectoriel EX, on part dans le sens rétrograde, on aura ici moins EZ. D'accord? Dans cette définition. D'accord? Voilà. Donc voilà pour la présentation complète d'un système de repérage cartésien, vecteur position, coordonnées cartésiennes et base orthonormée directe, d'accord, cartésienne. Là, je vous rappelle qu'on a une définition pour une base orthonormée liée au produit scalaire. Ça, c'est un produit scalaire. Produit scalaire qui retourne un scalaire, très important. D'accord, produit scalaire entre deux vecteurs unitaires. Là, on a un produit vectoriel. D'accord, les propriétés d'une base directe, d'accord, ont une conséquence sur le produit vectoriel de vecteurs unitaires. Produit vectoriel, là, c'est un produit scalaire. Donc, bien différencier les deux. Hein. D'accord, je rappelle, ici, très important. Ici, là, on a un produit qu'on qualifie de scalaire. Donc, produit scalaire quand on a un point, comme ceci. Là. Alors qu'ici, vous voyez, là, on aura un produit qu'on qualifiera de vectoriel. Donc, un produit vectoriel entre deux vecteurs unitaires. Ok? Voilà. Ok. Alors des fois dans certains exos, cette base cartésienne, vous voyez, on peut la mettre au point. C'est-à-dire que certains sujets, on peut mettre, vous voyez, cette base là, on peut la mettre ici. Alors comme elle est fixe, on garde l'orientation, la même orientation comme ceci. Et en fait l'axe, alors en plus c'est quasiment dans la même continuité. Là ça tombe quasiment une fois. Donc là on peut placer également EX, EY, EZ. D'accord, c'est-à-dire que voilà, des fois on peut ici, pardon, on peut vous placer la base cartésienne au niveau du point M. D'accord, une base orthonormée directe. C'est-à-dire qu'il y a un angle droit entre chaque vecteur unitaire. D'accord, c'est important de le voir. D'accord, ici. Et comme ceci, ici. D'accord, des angles droits au niveau de chaque vecteur unitaire. Et cette base, elle est fixe. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. D'accord, elle ne bouge pas. Elle est fixe. Mais il se peut, à certains moments, pour placer cette base cartésienne, c'est pas gênant. Vous voulez savoir qu'elle est fixe. D'accord, elle ne bouge pas, elle ne tourne pas. Elle n'est pas mobile avec le point M. D'accord. Voilà, donc ça, a priori, rien de nouveau pour vous, peut-être sur le vocabulaire. D'accord? Bien. Là, par contre, on attaque quelque chose de nouveau pour vous. C'est un autre repérage, c'est le repérage cylindrique. Là, par contre, c'est nouveau pour vous. Donc, petit 2. Petit 2. Ça y est. Donc là, ça permet de se mettre en marque tout le vocabulaire associé. Repérage cylindrique et coordonnées cylindriques. Petit 2. Repérage ici cylindrique et coordonnées cylindriques. Et coordonnées ici cylindriques d'un point M. Alors, et c'est là où vous vous doutez que ça va commencer à se compliquer. D'accord? Alors pareil, l'intérêt, dans quel cas va-t-on ici utiliser ce repérage cylindrique? D'accord? Ben, c'est un système qui présente par exemple une direction privilégiée, un axe de rotation, une direction privilégiée. Un système présentant une telle symétrie sera décrit par des coordonnées cylindriques. D'accord? Donc un système présentant ici ce qu'on appelle une direction privilégiée. Donc présentant une direction privilégiée.
Donc typiquement un axe de rotation, hein, voilà. Donc une direction privilégiée. Donc pour nous, ça sera un axe de rotation, sera décrit par ses coordonnées cylindriques. Sera décrit par ses coordonnées, voilà, cylindriques. Alors, voilà. Bon, alors ça pour vous c'est nouveau, sauf que on partira comme de la base cartésienne. Donc moi je vais faire pareil mon schéma à gauche, donc j'ai tout effacé. J'efface tout, ici, et j'en fais un nouveau. Sauf que ce repérage cylindrique se construit à partir du repérage cartésien. En fait, le repérage cartésien, c'est vraiment la base, le socle commun aux différents repérages que sont cylindriques, polaires et sphériques. D'accord ? Donc on reprend notre repérage usuel cartésien. Donc ici la cote OZ, comme ceci. Voilà. Donc là j'aurai l'axe OZ, l'axe OY et l'axe comme ceci OX. D'accord? Comme ceci. Je vais placer ici, de la même couleur, pour le repérage cartésien, la base cartésienne. La base cartésienne, vous savez que c'est toujours, il n'y a pas de nouveauté. Ici, donc la base cartésienne, donc EX, EY, EZ. Comme ceci, et EZ vertical ascendant. D'accord? Voilà. Et je cherche à repérer la position d'un point M en repérage cylindrique. Donc là, je vais prendre cette fois-ci un point M, comme ceci. Voilà. Comme tout à l'heure, je prends à peu près au même niveau, d'accord, ce point M là. Et comme tout à l'heure, je vais définir ici les deux projetés orthogonaux, à savoir H et I. Donc là, ici, on pose, ou on note, je ne sais plus comment j'ai noté, on pose ou on note. On va déjà projeter M sur l'axe vertical OZ. Ça sera H, donc on pose H, ici, le projeté orthogonal. Donc le projeté orthogonal du point M sur l'axe OZ. Ok, donc on y va comme tout à l'heure. Pour bien faire apparaître ici un déplacement tridimensionnel du point M, donc typiquement votre point M peut être en avant ou en arrière du plan du tableau. Je vais faire ici une projection en perspective avec un angle droit. Ici, donc je fais apparaître cet angle droit comme ceci. Donc c'est bien soit de faire apparaître dans cet angle droit là, c'est défini H, proche orthogonale du point M, d'accord, sur l'axe OZ, qui est en fait, a priori, votre direction privilégiée, votre direction de référence. Et comme tout à l'heure, on va définir ici le point I, proche orthogonale ici du point M dans le plan. Donc on note I, proche orthogonale du point M dans le plan ici, X ou Y. Donc on définit un proche orthogonal dans le plan X ou Y. Donc là pareil, c'est vers ça proprement, tel que la distance HM, voilà, soit égale à la distance OI. Donc j'essaie de faire une parallèle, ici, même longueur, voilà, et je place I à l'aplomb, à la verticale de M. Et là ensuite je pars à la verticale, donc comme ceci, voilà. Et là ça va me définir à ce niveau-là I. D'accord? Voilà. Ils n'ont plus rien. Ah. Voilà, ils n'ont plus rien. En effet. Ah ouais. J'ai vu. Alors des fois, ils se déconnectent tout seuls. On y va. Tac. Alors. Non, je suis toujours connecté, c'est la caméra. C'est la caméra qui est connectée. Je suis toujours connecté en voix. Mais on y va, on reprend. Alors, attendez, petite déconnexion soudaine. On va recadrer. Attendez, j'essaye de. Ici, Jules, tu me dis c'est bon ou pas? Ça va ou pas? On voit pas trop à gauche. On voit pas tant. Ah ouais, on voit pas à gauche. A priori, je suis à la même place que tout à l'heure, donc je devrais pouvoir. Ça va ou pas? Non, toujours à gauche. Toujours à gauche? Mais je prends pas le tableau de gauche, hein. D'accord. Là, c'est bon. Non, là, ça va pas. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je rapproche un petit peu, mais parce que là, j'ai vu le partiel de l'écran. Je rapproche un peu, c'est bon? Là, oui, c'est bon. Ouais, nickel. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, bah désolé pour la coupure, on reprend.
On reprend, alors j'ai défini, vous voyez, comme tout à l'heure, I, le proche orthogonal du point M dans le plan X ou Y, comme ceci. Donc là, pareil, je effectue les mêmes tracés. Et ensuite, voilà. Donc pareil, on repère ici le point M à chaque instant par la donnée du vecteur position OM. D'accord? Donc on y va. Le vecteur position OM, il est là, ici. Donc surtout là, en Cédric, on ne pose pas J. Par contre, poser J. On ne pose pas J proche orthogonal de I sur l'axe ou X. Non, non. Là, tout simplement, je vais repérer ici le vecteur position OM. Donc on repère M par rapport à O. Hop, je fais le vecteur OM, comme ceci, d'accord? Et ensuite, voilà, donc je définis à chaque fois, donc ça je vais effacer en haut d'abord. Hop, 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 voilà. Alors, ici, donc définition. La même que tout à l'heure, hein, d'accord? Le point M est repéré à chaque instant par le vecteur. Ici, le point M est repéré ici à chaque instant par le vecteur position OM. À chaque instant par le vecteur ici position, voilà, OM de T. Donc OM de T. Donc on repère un point grâce à un vecteur position tel que, on y va, on regarde le schéma OM de T. Donc là, voyez, hein, ici, pour parler de O à M, en cylindrique, je vais passer uniquement par le point I. Ça va être OI plus IM. Donc ça sera OI à l'instant T, vecteur OI, voilà, plus le vecteur ici IM. Bon. Et c'est là qu'interviennent les coordonnées cylindriques. Alors, je vais changer de couleur. Je vais regarder si j'ai d'autres couleurs. Ah, j'ai du vert. Ah, par contre, le vert, est-ce que ça va passer, le vert? On va voir. Donc, je peux mettre du jaune. Le jaune, je ne l'ai pas encore mis. En fait, les coordonnées cylindriques vont apparaître des coordonnées cylindriques. En fait, on va noter R ici. Donc, ça sera R de T. Vous voyez? R de T, ça sera ici ce qu'on appelle le rayon polaire. C'est la norme du vecteur OI. Donc R de T, c'est cette distance-là. R de T, c'est ça. Alors attention, R de T, ce ne sera pas ça. C'est pas OM. R de T, c'est la distance OI. La distance OI, c'est également la distance HM. On va noter après. Donc là, on va noter le fait que OI, c'est R. Et en fait, il apparaît également une deuxième coordonnée, d'accord, cylindrique, c'est l'angle θ. Là, j'aurai un angle θ qui va intervenir. Ok? Donc là, j'introduis en jaune deux coordonnées cylindriques parmi trois. Il faut savoir que les coordonnées cylindriques seront la donnée du triplet R, θ, Z. Donc je répète, je définis R, la norme du vecteur OI, qui est également la norme du vecteur HM. OI égale HM, égale R de T. Et je définis un angle θ, l'angle θ orienté entre quoi et quoi? θ, c'est l'angle orienté entre le vecteur unitaire EX et le vecteur OI. Alors si je fais ça, ça me suffit pour décrire OI plus IM. OI, c'est quoi? OI, ça sera la donnée de R de T. R de T, il faut un vecteur unitaire. Ouais, il faut définir un vecteur unitaire. Si je pose, forcément, regardez, si je pose ici, alors j'ai retiré mon I, il va me gêner. Si je pose R de T, la distance OI, je vais introduire un vecteur unitaire, ER, ce qu'on appelle un vecteur unitaire radial. Pourquoi radial? C'est lié au rayon. Je définis ce qu'on appelle le rayon polaire, la distance OI. Dans ce cas-là, je vais introduire en vert une base cylindrique, vous voyez, où on a ER dans le sens des R croissants. Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord, j'ai défini ici un ER dans le sens des R croissants. Là, je remplace mon I, il est là, mon point, il est là. Et je définis ER. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut décrire ce vecteur OI. OI, ça sera donné de R, RER. RER. Si, c'est RER à retenir, hein, d'accord? Donc RER, mais attention, R de T, ça sera la norme du vecteur OI. Pour décrire ce vecteur position OI, ça sera R, ER. Pareil, j'en profite pour définir ici un autre vecteur unitaire qui est lié à l'angle θ. Ce vecteur unitaire, ça sera vecteur unitaire Eθ. Alors attention, il sera comme ceci, dans le sens des θ croissants. Et en fait, on est à 3 dimensions. Bien voir que ce vecteur unitaire Eθ, il est perpendiculaire à R. Là, vous ne le voyez pas sur le schéma. Ça ne se voit pas, on est en perspective. Mais en fait, voilà, j'essaie de faire un bel angle droit.
je fais apparaître un vecteur unitaire Eθ dans le sens des θ croissants, perpendiculaire à ER, dans un repère. Attention, bien comprendre qu'à 3 dimensions, ça fait ça. Prenez votre main droite, on y va. Prenez votre main droite, vous faites un angle droit, voilà, avec chacun de vos doigts, pouce index majeur. Et bien ça fait ça dans l'espace. Mais vous, il faut représenter dans un plan ce qui se passe à 3 dimensions. Donc là, c'est la règle des 3 doigts de la main droite, d'accord? Et là, vous voyez ce qui se passe ici, on a ER, Eθ, d'accord? Et EZ, en fait, ça se passe comme ceci. ER, il est là, Eθ, il est comme ceci, et EZ, il est vertical ascendant. Vous voyez, un peu de contorsion dès le mardi matin, ça fait pas de mal. Il faut qu'il y ait un angle droit, vraiment, un bel angle droit, le plus beau, d'accord? Donc là, là, là. Et on a EZ qui est vertical ascendant. C'est-à-dire que EZ, il est comment? Je le place tout de suite. EZ, il est là. EZ, vous voyez, EZ, il est là. Alors là, vous avez fait le plus dur. Parce qu'il faut représenter cette base cylindrique, ici à 3 dimensions. Je répète, ça c'est important de le voir. Déjà, bien placer son rayon polaire. On place ER dans le sens des rayons croissants. On place Eθ perpendiculaire ER dans le sens des θ croissants. Il est comme ça, il n'est pas comme ça. Θ croissant, il est comme ceci. D'accord? Ça va dans le sens ici trigonométrique. Et EZ, il est vertical ascendant. Et là, j'ai ma base ici, ma base cylindrique constituée des vecteurs unitaires ER, Eθ, EZ. Sachant que, bon, je ne vais pas surcharger mon schéma, mais Eθ perpendiculaire ER, mais Eθ est également perpendiculaire EZ. Je ne vais pas faire un autre angle droit, on ne va plus rien y voir, surtout pour ceux qui sont en distance. Je répète, Eθ perpendiculaire ER, Eθ perpendiculaire EZ et EZ perpendiculaire ER. Les trois sont perpendiculaires 2 à 2. Règle de la main droite, règle ici du trièdre direct. D'accord? Tout ça pour définir, vous voyez, OI, faites attention OI. OI c'est quoi? C'est RER. Alors retenez RER, c'est facile RER à retenir, d'accord? RER, d'accord? Donc RER. Et ouais. Voilà la difficulté mathématique. Certains l'ont vu. Sauf que cette fois-ci, ER de T. Le vecteur unitaire dès le conducteur, ER de T, ici, la base est mobile avec le point M. Plus IM. IM, regardez IM, pour aller de I vers M, selon la verticale ascendante. Donc là, je vais rajouter quoi? Un Z de T. Mais EZ, c'est le EZ de la base cartésienne. EZ, il est fixe. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le vecteur position. On peut aussi noter où, ici, OM de T égale, ici, en notation vecteur colonne. Alors pareil, c'est-à-dire que par rapport à une base cartésienne, je vous rappelle, là je vais mettre selon ER, là je vais mettre selon Eθ, et là je vais mettre selon EZ. Je définis juste après ma base, ici, orthonormée directe, cylindrique. Selon ER, j'ai quoi? Ben, j'ai rayon polaire, donc j'ai RER, enfin j'ai R de T, pardon. Donc là j'ai R de T. Et là, gros piège. Gros piège. Vous avez quasiment certains remontent. C'est sûr que ça va en faire l'erreur en colle, c'est sûr. Tous les ans, d'accord, certains me proposent un θ ou θ. Oui, il n'y a pas de θ. Il n'y a pas de θ dans l'expression de OM. Donc surtout, vous voyez, selon Eθ, il n'y a pas de composante du vecteur position selon Eθ. D'accord? Et après, selon Z, je rajoute un Z de T. D'accord? Et là, on voit clairement, là on le voit, tout comme là, on voit qu'il n'y a pas de composante selon θ. Je le note, je l'ai noté. Attention, je le note en rouge. Je vais faire exprès de rajouter un θ Eθ. Et aussitôt, je le barre. Alors désolé, ça ne va pas être révisé pour ceux qui sont à distance. Ce que j'ai rajouté, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas écrire ça. Il ne faut pas écrire OM égale RER plus A de Z plus θ Eθ. Ça n'a pas de dimension. OM, dimension d'une distance. Θ, ça n'a pas de dimension, c'est un angle exprimé en radian, un angle θ. Donc surtout, ne rajoutez pas s'il vous plaît, parce que vous aurez faux dès le départ. Si vous avez faux vecteur position, vous aurez faux vecteur vitesse et accélération. Donc là, pas de θ ou θ, juste RER. Prenez RER, plus 2A, 2L pour la coordonnée ici verticale ascendante. D'accord? Et là, vous avez le vecteur position qui repère votre problème en coordonnées cylindriques. D'accord? Alors justement, ces coordonnées cylindriques, donc deuxième définition, je n'ai pas beaucoup de place sur le tableau, on y va. Donc les coordonnées cylindriques, du point M sont définies par R θ Z. D'accord? Donc cette coordonnée cylindrique, ça sera R de T, θ de T. Ouais. Par contre, θ intervient dans la coordonnée cylindrique. Donc coordonnée cylindrique du point M.
du point M sont ici définis par ici. Donc on y va. Le premier, ici, on va décrire R. R, c'est le rayon polaire. Donc je reviens sur cette distance R. Vous voyez que j'introduis ici R de t égale la norme du vecteur OI. C'est ce qu'on appelle le rayon polaire. Le rayon polaire R de t. R de t, d'accord. Alors ce rayon polaire R de t, c'est la norme du vecteur OI. OI, et non pas OM. C'est la norme du vecteur OI à un instant t. D'accord? Donc c'est la norme du vecteur OI, mais c'est également la norme du vecteur HM. C'est également la norme, du vecteur HM. Donc R de t, c'est le rayon polaire. D'accord? Et concrètement, qu'est-ce que ça représente? Donc c'est une distance qui est... C'est un rayon, donc positif, d'accord? Positif, d'accord? C'est un rayon. Contrairement à une abscisse cartésienne ou une cote qui peut être négative, le rayon polaire est strictement positif. Hein. Qu'est-ce que ça rend concrètement pour un système physique? Ben, c'est la distance, ici, finalement, du point M à l'axe de rotation. C'est ça en fait, un rayon polaire, c'est la distance du point M à l'axe de rotation. Donc je note distance du point M à l'axe de rotation. Distance du point M à l'axe. J'anticipe beaucoup là en disant l'axe de rotation. Je dirais plutôt ici l'axe, ici OZ. Ouais, j'anticipe beaucoup. Vous notez ou bien ici. Donc j'ai noté distance du point M à l'axe de rotation. J'ai anticipé la fin du cours de mécanique. Mais en fait, c'est la distance du point M à l'axe OZ de manière générale. D'accord? Voilà, ça c'est les rayons polaires, c'est la norme du vecteur OI ou HM. D'accord? Bien. Deuxième coordonnée, ça sera l'angle polaire, θ de t. L'angle polaire, θ de t. Donc ça, je peux passer. Donc, ici, l'angle polaire, θ de t. L'angle polaire, θ de t. Alors, c'est un angle orienté. Vous voyez, donc, définition commune, un angle orienté entre quoi et quoi? Entre le vecteur unitaire EX, entre ce vecteur-là, et le vecteur unitaire ER. Ou vecteur OI. Vous voyez, c'est l'angle entre EX et la direction donnée par ER. D'accord? Donc, c'est ici l'angle. On va noter entre EX et on va dire, allez, je peux mettre ER aussi, comme ceci. Donc, l'angle polaire, ici, θ de t. D'accord? C'est un angle orienté défini, qui appartient à l'intervalle 0,2 pi. D'accord? Donc, angle polaire tel que, ici, on puisse décrire tout l'espace. Donc, si on inclut 0, souvent on exclut 2 pi. En fait, on peut faire ici directement un tour complet, un 360. Le θ, vous voyez, directement, on fait un tour complet, de 0 à 2 pi. On inclut 0 et on exclut ici, par convention, 2 pi. Et la troisième coordonnée cylindrique, c'est la cote. On retrouve la cote cartésienne, ici z de t, qui appartient à moins l'infini plus l'infini. D'accord? Ici, donc la cote cartésienne, telle que z, ici, appartiennent à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. D'accord? Voilà. Bon, alors, j'ai défini le vecteur position en coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques, ils m'ont juste à définir quoi? La base, d'accord? La base cylindrique, d'accord? Ouais. Ici, la base cylindrique. Alors, ouais, on peut faire également comme tout à l'heure, définir la distance du point M à l'origine. Ah, donc j'oublie, ouais. Donc on en déduit aussi. Ouais, on peut rajouter. On en déduit ici la distance. On en déduit la distance du point M. À l'origine, ici, du repère, à l'origine, ici, du repère cylindrique, à l'origine du repère cylindrique. Donc là, cette distance, ici, ça sera la distance, la norme, ici, du vecteur position. Donc comme tout à l'heure, la norme de ce vecteur position est vue comme la racine carrée de OM scalaire OM. Bon, alors là, j'ai retiré les vecteurs et l'ensemble pour bon, c'est pas grave. D'accord? Ici, donc racine carrée de OM scalaire OM.
Donc rappelez-vous, on a du RER plus Z de Z, et quand on multiplie scalairement ce vecteur-là par ce même vecteur, il va vous rester racine carrée de R2 plus Z2. Donc racine carrée de R2 plus Z2, comme ceci, pour la distance, pareil, du point M à l'origine du repère cylindrique. D'accord? Ok. Et la dernière définition, on par rigoler, on suit la même logique. Hein. D'accord? Vecteur position. Ensuite, on définit les coordonnées, d'accord, cylindriques. Et là, la base orthonormée directe cylindrique. D'accord? Voilà. Donc, définition, la base. Ici, orthonormée, ici, direct, ce qu'on appelle la bande, hein, d'accord, cylindrique. Alors ici est constituée, bon, on le voit, elle est ici en verte, je vous rappelle ici le code couleur, c'est la base ER, Eθ, EZ. D'accord, donc on aura ER, Eθ, EZ. D'accord. Constituée ici, donc cette base constituée de du premier vecteur unitaire, ce sera le vecteur unitaire ER. Le vecteur, ce qu'on appelle unitaire radial. Alors souvent, ce vecteur unitaire, on peut le définir comme ceci. ER, en plus, il dépend du temps. Alors, je n'ai pas rajouté ici, je n'ai pas rajouté ER de t, E θ t, mais je peux le rajouter en dessous pour ne pas surcharger la notation de la base cylindrique. C'est une base qui est orthonormée, directe, cylindrique. Donc là, ce vecteur unitaire, soit on peut le définir comme étant ici, vous voyez, le vecteur OI, donc on définit le vecteur OI, et on divise ce même vecteur par la norme du même vecteur. Donc je répète, définir un vecteur unitaire ici, ER, quand on regarde le schéma, bah, c'est également géométriquement faire le rapport du vecteur OI par la norme de ce même vecteur. Alors ça, c'est également, vous voyez, le vecteur HM divisé par la norme du vecteur HM. Et là, on aura le vecteur unitaire. D'accord? Donc ça, c'est le vecteur unitaire radial. Donc le vecteur unitaire radial. Donc ça, c'est son nom, hein, vecteur unitaire radial. Dirigé dans le sens des rayons croissants. Dirigé dans le sens des R croissants. Donc de haut vers I. Dirigé de haut vers I, on le voit. ER est dirigé de haut vers I. Ici, donc dirigé. Voilà. Dirigé selon les R croissants. Selon les R croissants. Pour nous, concrètement, il est dirigé ici de haut vers I. Attention, ne faites pas l'erreur. N'orientez pas ER de haut vers M. Surtout pas. Ça, c'est le sphérique. C'est autre chose. D'accord? Donc, ER, vecteur unitaire radial, dirigé selon les R croissants. Pour vous, concrètement, il sera dirigé de haut vers I. D'accord? Bien. Ça, c'est le premier vecteur unitaire de la base orthonormée directe cylindrique. Le second, c'est le vecteur unitaire Eθ, qui lui également dépend du temps. Parce qu'en fait, là, vous voyez, cette base que j'ai mise ici au point I, vous voyez, cette base, on peut la reporter au point M. C'est-à-dire que là, je peux également, alors j'ai effacé temporairement le point M, je vais replacer ma base. Donc là, je vois le vecteur unitaire ER, comme ceci. Je vais placer tout de suite Z sur la verticale ascendante. Donc là, je vois EZ. Et je vais définir un Eθ. Vous voyez, je sais le faire collinéaire ici au précédent. Donc Eθ comme ceci. Ah, c'est peut-être un peu plus clair. Voilà, c'est un peu plus clair, je trouve là. Voilà, là il est un peu mieux fait, quand même un peu plus clair, on le voit mieux. Et là, il faut faire apparaître, attention, le Eθ, bien comprendre qu'on a, comme la ER, Eθ, EZ, on a un trièdre direct, on a des vecteurs unitaires qui sont perpendiculaires 2 à 2. Hein, d'accord? Donc souvent, on peut représenter, vous voyez, un angle droit ici, par exemple, d'accord, pour bien montrer que Eθ est perpendiculaire, surtout dans cette direction-là. D'accord? Donc je place, vous voyez, ma base orthonormée directe cylindrique au niveau du point M. Bon, mon point M, pardon, il était ici. Je le replace. Mon point M, il est là. D'accord? Donc là, j'ai défini ER de T. Il va rester encore à définir Eθ et EZ. Donc Eθ, vecteur unitaire qu'on qualifie d'ortho-radial. D'accord? Donc à la suite, ici, donc Eθ, qui dépend du temps. Il est mobile, on dit qu'il est mobile. C'est le vecteur unitaire orthoradial. Vecteur unitaire ici orthoradial. D'accord?
il est perpendiculaire à ER et EZ, d'accord? Donc perpendiculaire à ER et EZ, d'accord? Et il est dirigé dans le sens des θ croissants. On regarde la flèche des θ, les θ sont ici croissants dans ce sens-là, d'accord? Donc on a un sens ici pour les θ croissants, appartenant à 0 de pi. Donc également ici dans le sens trigonométrique, on aura ici dans ce sens-là, dirigé selon les θ croissants. Donc dirigé selon les θ ici croissants. Ça c'est pour Eθ. Par contre, EZ, lui ne dépend pas du temps. C'est le vecteur unitaire, d'accord, de la base cartésienne. D'accord, donc EZ il est commun ici à la base cartésienne, commun ici à la base ici cartésienne. Voilà. Et là on a notre base ici orthonormée directe. D'accord. Donc pareil, il s'agit d'une base orthonormée. Donc on va rappeler ici donc orthonormée. Donc le lien avec les produits scalaires. Donc vous voyez tout de suite à la mécanique. Dès la première de mécanique, on parle tout de produits scalaires et de produits vectoriels. Ça interviendra très fréquemment. Donc si la base est orthonormée, ça signifie que ER scalaire ER égale à 1. Eθ scalaire Eθ, ici ça fait 1. Et on trouve EZ scalaire EZ, ça fait 1. D'accord? Donc je les passe quasiment tous en revue pour faire une révision sur le produit scalaire. Produit scalaire de deux vecteurs unitaires identiques donne ici un résultat identique égal à 1. Donc là, produit scalaire entre deux vecteurs unitaires identiques. Par contre, produit scalaire entre deux vecteurs unitaires orthogonaux, ça fera 0. Donc pareil, ça vous le savez. ER scalaire Eθ, ça fera 0. D'accord? Ensuite, ER scalaire EZ, ça fera 0. Pareil, mettez bien en évidence vos points. Les points, pour nous en physique, c'est le produit scalaire. Et le dernier, Eθ scalaire EZ, ça fera 0. Donc Eθ scalaire EZ, ça fera 0. Donc elle est orthonormée. Ensuite, elle est directe. Donc il s'agit d'une base, donc pareil ici. Alors je vais le refaire ici, pardon, pour bien montrer. ER Eθ EZ, il s'agit d'une base directe. Voilà. Donc un moyen mnémotechnique, je pense que M. Aubert vous a donné. Dans le sens direct, vous voyez quand j'effectue le produit vectoriel entre ici ER et Eθ, juste dans le sens positif. Donc j'aurai plus EZ. Quand j'effectue ER vectoriel Eθ, je suis dans le sens direct. C'est une base directe. Donc j'aurai plus EZ. Donc on retrouve le fait, ça vous savez, hein, que ER vectoriel Eθ, ça vous donne plus EZ. Par contre, si je vais dans le sens, donc si je continue, si je fais Eθ vectoriel Z, je reviens au début, dans le même sens. Eθ vectoriel Z, je reviens à ER, dans le même sens. Donc ça pareil, vous le savez, donc je note Eθ, pardon, vectoriel Z, ça donne ER. D'accord? Donc Eθ vectoriel Z, ça donne ER. D'accord? Et EZ vectoriel ER, toujours dans le sens direct. Donc EZ vectoriel, ça donne Eθ. Donc EZ vectoriel ER égale Eθ. Par contre, je referai dans le sens indirect. Si je fais dans le sens indirect, ici Eθ, ici dans ce sens-là, j'aurai un moins qui va apparaître. Si je fais Eθ vectoriel ER, je vais dans le sens indirect. Je vais de droite à gauche. J'aurai donc moins EZ. Donc par contre, si je fais Eθ vectoriel ER, attention, je vais dans le sens indirect, j'aurai moins EZ. D'accord? Je vous rappelle que le produit vectoriel, ici, en fait, on le voit, il est anti-commutatif. Le produit vectoriel, il est ici anti-commutatif. D'accord? Bon. Attention, ensuite, point très important, je vais le mettre ici en dernière remarque. Il s'agit en fait d'une base qui est mobile. Donc en plus d'être orthonormée directe, elle a une particularité et une difficulté mathématique, c'est que cette base, en fait, elle bouge avec le point M. C'est-à-dire que là, vous voyez, selon l'orientation θ et l'orientation radiale du point M, votre base, elle va bouger avec le point M. Donc attention,
gros point technique. Attention, la base orthonormée directe, ici, cylindrique. Donc la bonde cylindrique, ER, ici, ER, Eθ, EZ, on dit qu'elle est mobile avec le point M. Donc elle est mobile avec le point M. C'est-à-dire concrètement, tout simplement pour nous, l'intérêt, enfin quelle en est pendant la conséquence mathématique, bah, ça signifie cette fois-ci que quand on va dériver par rapport au temps les vecteurs unitaires ER, Eθ, on n'aura plus ici des vecteurs nuls. C'est-à-dire que nous, pratiquement, concrètement, quand on dérive ER par rapport au temps, ça ne va pas vous retourner le vecteur nul. Voilà. Ça, on le reverra jeudi. Et aussi, quand on dérive Eθ par rapport au temps, ouais, on peut. Et c'est ce qu'on va faire assez rapidement dès jeudi. On va s'amuser, entre guillemets, à exprimer les dérivées temporelles des vecteurs unitaires. Et quand on dérive par rapport au temps, alors attention, point technique, on revient dessus jeudi, attention, vous voyez déjà, au bout d'une heure de mécanique, on introduit déjà des dérivées temporelles des vecteurs unitaires. Ben, ça ne va pas vous retourner un vecteur nul. Par contre, comme la base cartésienne est fixe, le vecteur unitaire EZ il est commun à la base cartésienne. Quand on dérive par rapport au temps, mais par contre, la troisième dérivée, la dérivée de EZ par rapport au temps, là par contre, ça sera égal au vecteur nul. Pourquoi? Puisque je vous rappelle que la bonde ici cartésienne, elle n'est pas mobile avec le point M. On dit qu'elle est fixe, elle ne bouge pas avec le point M. Si elle est fixe, c'est-à-dire que les vecteurs... Ah oui, c'est ça, quand on dérive un vecteur. Attention, je dis pas que sa norme varie au cours du temps. C'est pas la norme dont je parle. C'est quoi? C'est direction et sens. Quand on dérive un vecteur par rapport au temps, on regarde si la direction et le sens de ce vecteur changent, évoluent au cours du temps. Et là, c'est le cas. La norme, elle ne change pas. La norme ne change pas. La norme reste égale à 1. Par contre, ici, dans ce trièdre direct, ce qui change, c'est la direction. La base bouge avec toi, donc c'est la direction et le sens des vecteurs unitaires ER et Eθ qui changent au cours du temps, donc la dérivée temporelle. Cette dérivée temporelle, attention, ne renseigne pas sur la variation temporelle de la norme. Non, la norme reste identique. Par contre, c'est la direction et le sens qui vont changer, attention. Ici, seule, la direction en note, ça, il faut vraiment le comprendre. Mais ça, après, vous l'avez déjà vu ici, direction pour une base mobile, seule la direction et le sens changent, la norme reste identique. La direction et le sens, ici, des vecteurs unitaires, donc qui restent unitaires, changent. Donc des vecteurs unitaires ER, ici Eθ, ici changent. Voilà, la norme reste constante. La norme reste constante et égale à 1. D'accord? Direction et sens de vecteur unitaire changent. La norme ici reste unitaire. D'accord? Voilà pour une première introduction à la mécanique ce matin, d'accord, mécanique du point matériel, où on a présenté simplement deux systèmes de repérage cartésiens, on reprend le vocabulaire, d'accord, vecteur position, coordonnées, base, orthonormée directe cartésienne. On fait la même chose sur un système qui est plus complexe, un système de repérage cylindrique où là, tout part du schéma. Ouais, il ne faut pas se monter sur le schéma. Le schéma, le rayon polaire, c'est la distance OI ou HM, sa distance du point M à l'axe de rotation, et l'angle θ, l'angle polaire, c'est l'angle entre EX et OI. Une fois que vous avez ça, vous avez un vecteur position, OM, RER plus Z2Z. Pour les deux O à M, je ici balaye le rayon polaire, RER plus Z2Z. Et ensuite, j'ai des coordonnées. Alors le point M, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place ici, mais le point M, en effet, il a trois coordonnées. D'accord, le point M, il a R, θ, Z, en coordonnées cylindriques. Donc R de T, θ de T, Z de T sont les coordonnées cylindriques. À ne pas confondre avec la base orthonormée directe cylindrique, ER, Eθ, EZ, qui respecte ces propriétés que l'on vient d'énoncer, qui est orthonormée, directe et mobile, en partie avec le point M. Donc direction et sens de deux vecteurs unitaires qui changent au cours du temps. D'accord? Voilà, jeudi matin, on va continuer l'étude d'une autre base, et encore deux systèmes étudiés, système polaire et sphérique. D'accord? Donc ça sera pour la fin de la semaine. On démarre tout doucement la mécanique. Ce que je souhaite faire ensuite, c'est continuer les révisions sur le filtrage. D'accord?
Donc j'ai un exercice qui m'intéresse. Dans le même esprit que l'exercice d'hier, mais un peu plus compliqué, c'est l'exercice numéro 15 de la fiche de TD 11. D'accord? Alors Théo, une question avant. Il y a 20%. 20%. Oh là là, 20%. Bon, 20%, donc pas sûr pour ceux qui sont en distance que mon smartphone tienne encore jusque -10 avec 20% et le micro branché en Bluetooth. Hein, d'accord? Mais dans tous les cas, on va entamer, sans vous fera une photo, hein, d'accord? La fin de la correction. Donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il est totalement déchargé. Ouais, j'oublie. Bien. Alors, on y va. On attaque ensemble. Donc pour ceux qui sont en distance, c'est l'exercice numéro 15 de la fiche de TD 11. D'accord? Ici, fiche de TD 11, exo 15. Allez, ça je vais passer. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Alors. Ok. Alors. On y va. Alors. Tout le monde a la fiche UTD sous les yeux. Donc ici, on pourrait que ce soit en distance. Exo 15 UTD 11. Identification d'un filtre à partir de ces diagrammes de Bode. Ah, tiens, on retrouve des diagrammes de Bode à exploiter. Bon. Alors là, vous avez l'ensemble des diagrammes de Bode. D'accord? Donc là, une abscisse commune qui est la fréquence. Vous voyez, c'est une fréquence en Hertz. D'accord? Et on remarque tout de suite qu'en abscisse, vous voyez l'échelle, ici, elle n'est pas linéaire. Vous voyez, la graduation n'est pas linéaire, l'échelle est logarithmique en abscisse. En ordonnée, vous avez le gain en décibels, GDB, gain en décibels pour le premier diagramme de Bode. Le second diagramme de Bode, on a le déphasage phi en radian. Première question. Proposer un quadripôle constitué de deux résistancières identiques et d'un condensateur de capacité C compatible avec les données expérimentales. Waouh! C'est-à-dire que là, on vous demande, ici, compte tenu des diagrammes de Bode que l'on vous donne sur le gain en décibels déphasage, de proposer un quadripôle respectant, ici, le relevé expérimental en gain et en déphasage. Bon, alors ça, c'est pas évident. La contrainte que l'on vous donne dans le cahier des charges vous dit qu'il faut deux résistances identiques et un condensateur de capacité C. Alors, avant de faire ça, avant de proposer un quadripôle, je pense qu'il faut d'abord caractériser le filtre étudié. Et ça, c'est comme hier. C'est comme l'exo d'hier matin, d'accord, ou le vendredi après-midi. Caractériser le filtre étudié, c'est-à-dire que vous allez repasser en tiré vers les asymptotes basse fréquence, haute fréquence pour le gain en décibels. Pareil pour le déphasage, et là, comme hier, il s'agit d'un filtre passe-haut, puisqu'on a voilà, GDB égale à 0 en haute fréquence par exemple, et phi égale à 0 en haute fréquence. L'ordre du filtre, également sa fréquence de coupure. Allez, je vous laisse faire ça, je commence la rédaction au tableau comme hier. Donc déjà, identification de la nature, de l'ordre du filtre, la fréquence de coupure. Ça c'est fondamental, c'est la base. Donc moi je commence la rédaction, il s'agit, voilà, alors d'un filtre. Alors il s'agit d'un filtre. Alors, on va donner la nature, ici. Est-ce qu'il s'agit d'un passe-bas, d'un passe-haut, là, là, là. On va donner la justification, d'accord, puisqu'on a ici GDB égale à quelque chose, phi égale quelque chose, ici, qui sont asymptotes, voilà, asymptotes, ici, en basse ou haute fréquence, d'accord. Et surtout, voilà, l'ordre du filtre. Donc l'ordre du filtre, pareil qu'on va compléter, on va justifier pourquoi ici il s'agit d'un ordre 1 ou d'un ordre 2. Vous voyez une rédaction qui est très synthétique, d'accord, mais pour vous, vous devez tout d'abord ici repasser en tirer les asymptotes, basse haute fréquence pour le gain en décibels, d'accord, pour le déphasage phi, et ensuite pour l'ordre, donc très important, la nature du filtre, voilà, l'ordre du filtre. Et, j'oublie, pardon, la fréquence de coupure. D'accord? Et de fréquence de coupure. Et de fréquence. Donc là, on donne la fréquence en abscisse, donc on peut prendre la fréquence de coupure. FC de l'ordre. Donc, troisième, ici, voilà, donnée essentielle. Donc, nature du filtre, ordre du filtre,
Fréquence de coupure, c'est toujours la même logique. Oui, c'est on est à la fin du bloc d'élec. On analyse les diagrammes de Bode expérimentaux. Vous voyez, c'est toujours la même méthode au début. Alors la fréquence de coupure, il y a deux façons. Comme vous avez tracé vos asymptotes, vous prenez l'abscisse du point d'intersection des deux asymptotes. Donc là, c'est ici, c'est l'abscisse du point d'intersection ici des deux asymptotes basse et haute fréquence. Voilà, abscisse du point d'intersection des asymptotes basse fréquence et haute fréquence. Alors si vous jugez que ce n'est pas assez précis, ici relevez l'abscisse du point d'intersection des asymptotes basse et haute fréquence, vous utilisez la définition sur GdB à la coupure, c'est GdB max moins 3 dB. Ou bien, si vous jugez que le relevé de l'abscisse du point d'intersection n'est pas assez précis, vous passez par GdB en la fréquence de coupure, c'est GdB max moins 3 dB. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Je vais demander à Solène, tant qu'il me reste encore un petit peu d'autonomie sur le smartphone, Solène, qui est à distance. Ouais, pourrais-tu me donner la nature du filtre? On y va. Alors, pourquoi c'est un passe-bas? Tout à fait, c'est un passe-bas. Donc ça, je pense que tout le monde a vu. Hein, d'accord? Un passe-bas. Pourquoi c'est un passe-bas? Alors, il y a un petit piège ici sur ce PD. Là, on rentre ici dans la gamme des diagrammes de Bode expérimentaux, donc plus théoriques. Quelle est l'équation de l'asymptote en basse fréquence? Combien tu relèves? Ou clairement, la question que je vais poser directement, est-ce qu'on a une équation de type GdB égale à 0 en basse fréquence? Non. Est-ce que tout le monde voit qu'on n'a pas GdB égale 0 en basse fréquence? Du tout. Par contre, on a GdB égale combien environ? Moins, environ, entre plus proche de 5 que de 10, moins 6 dB. D'accord? Moins 6 dB asymptote en basse fréquence. D'accord? C'est-à-dire qu'on a quand même une atténuation en basse fréquence. Hein. Mais par contre, ça plonge, vous voyez, ça plonge dans les hautes fréquences. Donc c'est quand même un passe-bas. Et le déphasage phi, par contre, le déphasage phi, on relève environ, on est proche, bon, on est quasiment mu, entre 0 et moins 0,2, ça fait moins 0,1 radian. Donc, vous voyez par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, les diagrammes de Bode réels, expérimentaux, ben, ils atténuent quand même, même s'il s'agit d'un passe-bas, ils atténuent quand même. Et ils déphasent quand même un tout petit peu. Alors, ils déphasent un tout petit peu, mais ils atténuent quand même 6 dB. Je vous rappelle qu'on atténue ici de 10 dB, on divise par 10 en fait de sortie. Donc là, on ne va pas diviser par 10. Mais voilà, il y a comme un facteur ici de diminution de l'amplitude d'entrée en basse fréquence. Donc quand même, il est atténué quand même en basse fréquence ce filtre. Hein, d'accord? Ensuite, toujours Solène, quel est ici l'ordre du filtre? Donc là, il y a deux arguments. Le plus simple déjà, avant de relever la pente, c'est le saut de phase, Solène. Quel est le saut de phase ici, entre basse et haute fréquence? On passe de moins 0,1 à quasiment moins 1,5 radian, et moins 1,5 radian, ça suffit sur 2. Donc quasiment un saut de phase de pi sur 2 radians en valeur absolue. Ça, c'est un nombre 1. Donc je vais noter, on a un saut de phase de pi sur 2 radians. Un saut de phase de pi sur 2 radians en valeur absolue, hein, attention, en valeur ici absolue, d'accord? Et ça, ce saut de phase de pi sur 2 radians caractérisé d'un nombre 1, vous voyez, ça commence à rentrer, j'espère. Et ensuite, alors là, il faut relever la pente. Je vous laisse le temps, donc je laisse le temps tranquillement, mais les autres également ceux qui sont présents. Je vous laisse le temps de relever, c'est important. Alors ça, il faut savoir le faire. Il faut relever la pente de l'asymptote haute fréquence. Donc attention, l'asymptote, ce n'est pas la courbe noire. C'est-à-dire que mon asymptote, elle s'écarte quand même de ma courbe noire. Donc l'asymptote haute fréquence, et vous prenez 2 points sur votre asymptote. Et je vous laisse relever la pente de l'asymptote en haute fréquence. Donnez une question. Oui, j'ai dit que c'était un passe-bas, mais comment c'est possible que ce ne soit pas égal à 0 dB au début? Parce que 0 dB, c'est dans le cas idéal. Dans le cas idéal où on a un numérateur qui est égal à 1. Quand un numérateur qui est égal à 1, 1 sur 1 plus gx, bah, valeur de 1, ça fait 0. Par contre, tu mets h0 au numérateur. Rappelez-vous, remarque, dans le cas général, il existe h0 tel que h bar égale h0 sur 1 plus gx. Et ça, on va le montrer dans le transfert. Le numérateur de h bar ne sera pas égal à 1. Oui, c'est un peu plus technique. C'est normal. Donc là, c'est-à-dire qu'il est atténu quand même en basse fréquence. Mais en haute fréquence, c'est pire, parce qu'on a une pente, je laisse relever la pente, et la fréquence de coupure. Allez, je vous laisse faire ça.
Donc pente de l'asymptote, ici, et fréquence de coupure. Voilà, pente de l'asymptote. Alors prenez deux points A et B. Alors l'asymptote, vous voyez, moi mon point A sur l'asymptote haute fréquence, moi je le prends, j'ai un point A qui donne 10 puissance 3 Hz. Quand je suis à 10 puissance 3 Hz, mon asymptote, pas ma mon asymptote, je suis à moins 8 dB. Et mon point B, quand je suis à 10 puissance 4 Hz, je suis quasiment à moins 28. Quasiment moins 28. Ouais. Ouais, alors non, moi je le prends sur une décale. Prenez deux points sur une décale. Moi je prends le point là, 10 puissance 3, et le point 10 puissance 4. Comme ça, j'ai directement à apprendre sur une décale. Prenez pas n'importe où. Oui, les points, pour les ponts, on les prend pas n'importe où. Vous les prenez en 10 puissance 3, 10 puissance 4, sur une décale. Alors attention, ceux qui sont distants, je suis à 10%. Je suis à 10%. Voilà. Ouais. Vous n'aurez peut-être pas les 5 derniers cours, je pense que vous ne les aurez pas. Désolé. Je n'ai pas mon chargeur sur moi. Je ne l'ai pas. Pour la pente, alors la pente, j'ai une pente de, ici, moins 20 dB par décade, en haute fréquence. Alors ça, comment je l'ai? Je vous donne mes deux points. J'ai un point A, donc je vous donne ici, j'ai un point A de coordonnées 10 puissance 3 Hz. Sur mon asymptote, je suis à moins 8 dB. Et j'ai un point B pareil, les deux abscisses, je les prends sur une décale, entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Je ne me passe pas n'importe où. Hein. D'accord? Ça, j'ai directement la pente. Donc tout le monde voit, hein, j'ai une décale entre les deux abscisses. Hein. Je monte par 10 la fréquence R. Là, je suis quasiment par moins 28. Oh, c'est bien ça. Moins 28 dB. Là, ça marche plutôt bien. Là, je retrouve la même théorie de moins 20 dB par décade. Alors, ce qu'on peut rajouter, que prendre de quoi cette semaine? Ah, tiens, du moins 20 dB par décade. Caractéristique, demande à Victor, tiens. Je l'ai dit en plus. Ouais, je l'ai dit, rappelle-moi. C'est caractéristique ici d'un comportement intégrateur. Très bien. Donc ça, on peut rajouter, c'est pas demandé. Mais ce filtre se comporte comme un intégrateur en haute fréquence. Ouais, ça c'est bien. Donc ça, parce que j'ai de la place, j'entoure en rouge. J'en rajoute une deuxième flèche. Oh, ça devient brouillon. En rouge, donc la couleur suivez les flèches. Donc là, caractère pseudo-intégrateur en haute fréquence. Donc caractère pseudo-intégrateur en haute fréquence. Voilà, caractère pseudo-intégrateur en haute fréquence. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez vos deux asymptotes, vous lisez pendant l'abscisse du point d'intersection. On relève combien de dos? Pour l'abscisse du point d'intersection, mes deux asymptotes là. Donc là, les asymptotes, moi, je coupe environ à 750 Hz. D'accord? Puis l'asymptote ici, voilà, environ à 750 Hz. Ça, c'est la fréquence de coupure. Alors, si c'est pas assez précis pour vous, vous faites GdB max moins 3 dB et vous lisez l'abscisse de ce point. Alors, GdB max, moi, c'est à moins 6. Moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Donc, nous, ici, ça ferait moins 9 dB. Et vous lisez l'abscisse de ce point. On va retrouver à peu près pareil 750 Hz. D'accord? Bien. Alors ça c'est l'analyse classique d'un filtre. D'accord? Vous voyez, c'est déjà la troisième fois qu'on le fait. On le refera encore jeudi. Jeudi, on en fera encore. Bon. La partie la plus complexe, on va dire, arrive, où là vous devez réfléchir un peu plus. Là vous n'avez aucun montage. Là il faut proposer, là je laisse réfléchir sur un quadripôle. Il y a deux résistances, un condensateur. Il faut qu'il se comporte comme un passe-bas d'ordre 1 et qu'au final, sa fréquence de coupure soit égale à 750 Hz. D'accord? Donc ça permettra de déterminer la valeur de C, sachant que R égale 1 kΩ. Donc je répète, vous avez un cahier des charges, vous disposez de deux résistances, un condensateur. Il faut constituer un filtre. Ça se voit dans, je vous dis tout de suite, c'est pas, je veux dire, l'association série des deux résistances ne marchera pas. Là, c'est plus complexe que ça. Il ne faut pas associer deux résistances en série, je vous le dis tout de suite. D'accord? Sinon, on aura 2R et C. Ouais, effectivement, c'est un filtre passe-bas. D'accord? D'ordre 1. Mais oui, attention ici, on n'attend pas, c'est un sujet d'oral. D'accord? On n'attend pas dans ce sujet d'association série des deux résistances. Donc, c'est à vous de bien placer les deux résistances, de bien placer le condensateur et de vérifier que c'est un filtre passe-bas. Ben là, on retrouve une étude de filtre théorique. Donc, il n'y a qu'une fois que vous avez le quadripôle, vous faites une étude du comportement asymptotique en basse fréquence.
Vous faites un position de tension en RSF pour avoir la fonction de transfert ici, et après la mise sous forme canonique. Et après, l'exercice est déjà bien entamé. Donc, on y va. Ici, je regarde l'heure, voici. Voilà, avant que ça coupe quand même, je donne au moins une idée du montage. Alors, on a deux résistances à un condensateur. Donc ici, proposition ici de quadrupole. Donc position de quadrupole. Alors, à moins que quelqu'un parmi vous le voit tout de suite, on compte du temps qui nous reste. Pareil pour ceux qui sont en distance, est-ce que parmi vous, quelqu'un verrait une association de deux résistances? Très bien, voilà. Ouais, c'est malin. C'est malin ça. Bah oui, parce que il faut un filtre passe-bas. Et un filtre passe-bas, rappelez-vous, si on met le condensateur, on m'a dit, on propose de mettre le condensateur en sortie. Ouais. Parce qu'un condensateur en haute fréquence, interrupteur fermé. Et si je mets le condensateur en sortie, ma tension de sortie aux bornes du condensateur, ce condensateur c'est un interrupteur fermé en haute fréquence. Donc tension bande à fil égale à 0 en haute fréquence. Bah, bingo, terminé. On a le filtre passe-bas. C'est-à-dire que oui, très bien, le condensateur, il faut le mettre en dernier. C'est-à-dire qu'ici, il faut s'arranger, vous voyez, pour avoir le condensateur ici, voilà. Voilà. Comme ceci. Et je prends la tension de sortie, en effet, voilà. Je suis en sortie ouverte, donc IS égale à 0. Un condensateur de capacité C. Ouais. Maintenant, là, alors c'est un sujet d'oral. C'est-à-dire qu'on vous dira tout de suite, on vous dira, c'est-à-dire que moi, au candidat, je leur dis non, surtout n'associez pas les deux résistances en série. Ça n'a aucun intérêt cet exercice-là. Donc là, il y a une autre possibilité, je ne sais pas si quelqu'un la voit. On peut mettre une résistance primaire ici, une première résistance ici, R. Donc là, j'aurai une tension d'entrée UE. D'accord, j'aurai U de T, U de T, j'aurai US de T. Et surtout, hein, de ne pas mettre R en série. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ensuite? Donc là, je continue, j'y suis presque. Hein, j'ai mon quadripôle de bande d'entrée, de bande de sortie. Donc si on met la résistance ici en série, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un nœud. Non, vous ne voyez pas. Si on met un nœud, on met R comme ceci. En fait, c'était ça. En fait, si vous faites ceci, voilà, ça, voilà, ça sera un filtre passe bas. Donc j'ai bien deux résistances. Elles ne sont pas en série. Elles ne sont pas en parallèle. Hein. Ah oui. Elles ne sont pas en parallèle non plus. D'accord? Les deux bornes ici, d'accord, ne sont pas communes. Hein. Donc on a deux résistances, d'accord? Et on a un condensateur en parallèle d'une des deux résistances. Maintenant, ce que je vous demande de montrer, d'accord? Montrer qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. D'accord? On veut construire un filtre passe-bas. Qu'est-ce que vous faites? Étude du comportement asymptotique. Et là, il y a un piège en basse fréquence. Il y a un piège. Vous ne devez pas trouver US égale à 0 en basse fréquence. Non. D'accord? US égale à 0. Vous ne devez pas trouver US égale UE, pardon. US égale UE en basse fréquence. Donc là, ce que vous devez faire, c'est déterminer sans calcul, vous voyez cette fameuse question, toujours la même, déterminer sans calcul la nature du filtre. Voilà. Donc là, je vous laisse reprendre, hein, ce sont les TD de la semaine dernière. Étude en basse haute fréquence, donc un tableau à 2 colonnes. D'accord? Tableau à 2 colonnes. Vous rappelez l'équivalent du condensateur, basse fréquence, interrupteur ouvert, haute fréquence, interrupteur fermé. Et je vous laisse étudier ça. Ici, en basse et haute fréquence. Je vais passer de là, je vais passer de ça. D'accord. Donc, bon, pareil, étude en basse fréquence à gauche. Étude en basse. Voilà. Et étude ici en haute fréquence. Voilà. Donc ici, on ne touche pas aux résistances. Hein. Par contre, seul le condensateur, ici, sera ici modifié par un interrupteur ouvert ou un interrupteur fermé. Donc les résistances ici, ici, ici. Donc en basse fréquence, le condensateur, interrupteur ouvert, je vous l'ai dit, je vous le rappelle. Ouais. Une fois que j'ai ça, je rappelle, hein, le but c'est d'obtenir US égale. D'accord? US égale la tension de sortie égale. Donc que vaut US? Sachant que j'impose une tension d'entrée, UE. La tension de sortie, le courant de sortie est nul. Donc là j'ai un courant nul. Très bien. J'ai un courant nul ici. IS égale 0. Interrupteur ouvert, courant nul. Ok, 0 plus 0 égale à 0. Bien. Maintenant, faites attention. Faites attention. Vous avez un courant, pardon, je suis là, en amont, qui lui est différent de 0. Que fait le courant? Que fait le courant? Regardez, là, courant nul, forcément, ce courant fait quoi à travers ces deux résistances? Attention. Là, vous avez un courant non nul.
il fait quoi? Il traverse sa première résistance, il fait ça, il y a un nœud. Il y a un nœud N. Là, aucun courant ne peut sortir. Il fait quoi là? Non, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Il bloque. Il fait quoi? Il descend le courant. Il passe ici. Il passe au travers R. Là, là. C'est-à-dire que la tension de sortie n'est pas égale à UE. La tension de sortie est au bord d'une résistance, R, traversée par un courant I non nul, qui lui-même, ce courant, traverse deux résistances en série parcourues par le même courant. C'est quoi ça? Ouais. C'est-à-dire que là, on va commencer à rencontrer quoi? Dans l'étude basse fréquence, haute fréquence, des diviseurs de tension. C'est-à-dire que là, c'est pas aussi simple de dire que là, c'est pas US égale UE. Non. US, c'est une fraction de UE. Pourquoi? US, vous voyez, le courant, il fait quoi? C'est logique. Il ne peut pas aller là. Sens interdit. Ce qu'il fait, il passe par des deux résistances associées en série. Là, elles sont en série. Donc, on a US au bord de R. Donc, US égale une fraction de UE. Donc, US au bord de R. Et il traverse deux résistances. Donc, on aura, en simplifiant par R, on aura R sur 2R. Ça fait 1,5. US égale UE sur 2. Donc, ici, vous voyez, en basse fréquence, il y a un petit piège. US égale UE sur 2. Parce que, ouais, vous pouvez avoir un diviseur de tension ici en basse fréquence. Ça se voit. Fléchez vos courants, fléchez vos courants. D'accord? En haute fréquence, c'est plus simple. En haute fréquence, d'accord? Ici, on aura R une fois, R deux fois, comme ceci. Hop là, hop là. Le condensateur, interrupteur fermé. Oula, c'est quoi ça? Un interrupteur fermé? Interrupteur fermé pour le condensateur ici. Voilà, comme ceci. Le courant de sortie nul. J'ai une tension d'entrée UE. Voilà. Alors là, surtout, pas besoin de réfléchir. Pourquoi vous avez la tension de sortie au bord d'un condensateur qui se comporte comme un interrupteur fermé en haute fréquence. Même si j'ai deux résistances ici, je m'en fiche. La tension de sortie est forme d'un fil et là, égale à 0. Conclusion, ce quadripole-là est bien un filtre ici passe-bas. Et on remarque, certains l'ont peut-être déjà vu, j'espère, que ça, vous voyez, le fait que US ne soit pas égal à U en basse fréquence, et qu'il va déjà atténuer, et ça se voit. C'est la raison pour laquelle on a déjà du GdB égale moins 6 dB. Vous voyez, il y a une logique, il y a une cohérence. On a moins 6 dB en basse fréquence, c'est dû au fait que US est une fraction de UE en basse fréquence. Donc, conclusion, le quadripole proposé est bien un filtre passe-bas. Le quadripole proposé ici est bien un filtre passe-bas. D'accord? Alors, pour jeudi, je vous laisse déterminer la fonction de transfert. Donc jeudi, on corrige rapidement la fonction de transfert. Donc sachez mettre ici, sachez établir la fonction de transfert canonique h bar de Gx. D'accord? Donc deuxième étape, d'accord, c'est établir la fonction de transfert. Mais ça, on corrigera jeudi. Ok?